notre invité, le général Jean-Marc Vigilant. Merci d'être avec nous. Vous êtes officier général de l'armée de l'air et de l'espace. Vous êtes également ancien directeur de l'école de guerre. On parle là de négociations pour un cessez-le-feu complet ou limité? Je crois que c'est bien l'objet de l'ambiguïté à laquelle nous sommes confrontés. En fait, les deux acteurs de ce conflit n'ont pas la même chose en tête. Du côté ukrainien, et je pense que ce qu'ils visent à court terme, c'est un cessez-le-feu. Et d'ailleurs, c'est ce que avait promis Donald Trump. Et puis en face, clairement, Poutine, lui, il met sur la table des conditions pour une paix durable. C'est le terme qu'il utilise, mais ces conditions sont tellement excessives qu'elles n'ont aucune chance d'être acceptées par l'Ukraine et par les États-Unis. Donc en fait, la question, enfin c'est même pas une question, clairement, la Russie n'a pas intérêt immédiatement à un cessez-le-feu. C'est ce que nous démontre Poutine par ses exigences renouvelées et excessives. Donc si je vous comprends bien, il n'y a rien à attendre de ces discussions de demain en Arabie Saoudite. Je pense qu'il est important de discuter, mais il ne faut pas être naïf. Et parfois, peut-être que la Maison-Blanche, qui est pressée, parce qu'ils ont la montre, alors que Poutine a le temps, et il l'a bien fait sentir à son homologue américain lors d'une conversation téléphonique, je crois, où il a pris son temps pour lui parler. Voilà, lui, il a 10 ans devant lui. Son objectif n'a pas changé, c'est la disparition de l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Et puis, il y a déjà consacré tellement de ressources. Il a perdu près de 700 à 900 000 soldats, dont un tiers sont morts, la moitié de son armée de terre. Il ne va pas s'arrêter pour nous faire plaisir. Donc la seule chose qui arrêtera Poutine, c'est la force. Et donc cette force, elle doit être construite. C'est pour ça que Zelensky appelle à une pression continue sur les Russes de la part des Américains. Maintenant, compte tenu de l'imprédictibilité du positionnement américain, eh bien, on verra bien ce qui se passe dans ces négociations. Si cessez-le-feu il y a, qu'il soit complet ou limité, concrètement, comment on fait? Comment assurer une sécurité sur une ligne de front qui fait 1200 km, sur laquelle des milliers de soldats sont déployés? Comment on monitore un cessez-le-feu? Eh bien, c'est le travail que sont en train de faire les chefs d'état-major des armées européennes. Vous savez, qui ont été réunis d'abord à l'initiative du président Macron à Paris, puis ensuite à Londres, 37 chefs d'État, dont 37 chefs d'état-major, dont certains venaient de pays asiatiques, partenaires de l'OTAN, et ils réfléchissent à différentes options pour pouvoir surveiller ce cessez-le-feu lorsqu'il y aura un accord. Ce qui a été proposé par le président Macron avec Keir Starmer, c'est d'abord de mettre en place un cessez-le-feu maritime et dans l'espace aérien, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à monitorer, à surveiller. Il est vrai que pour qu'il y ait un accord au sol, il faut qu'il y ait une vraie volonté des deux parties. Et aujourd'hui, clairement, la Russie n'affiche pas cette volonté. Et de toute façon, si volonté il y avait, on enverrait qui sur les terrains? Eh bien, c'est une bonne question. Je pense que les Européens, en tout cas une partie d'entre eux, ont clairement affiché qu'ils étaient prêts à s'investir dans ce type de mission. Il y a une bonne dizaine de pays qui ont un vert politique pour envoyer des forces au sol. Mais il n'y a pas que les Européens. Et de toute façon, Poutine a dit clairement qu'il refuserait des forces qui ne soient qu'uniquement européennes ou provenant de pays de l'OTAN. Et donc, on peut imaginer qu'il y aura des pays contributeurs qui sont hors de la zone euro-atlantique. Je crois que la Chine a déjà a déjà fait savoir qu'elle pourrait éventuellement y participer, mais il faudra que ce soit quelque chose qui soit plus grand que l'espace euro-atlantique pour que ça puisse être accepté par les deux parties. Alors être sur terre, si ça devait se faire, on est sur le terrain. Mais on peut faire quoi? Si jamais le cessez-le-feu n'est pas respecté, on est observateur, on se dit non, il faut respecter le cessez-le-feu, ou on est un peu comme les soldats casque bleu de la finule au Liban, on est là, on observe, on vous dit attention, mais on ne peut rien faire? C'est bien pour ça que ce sont des chefs d'état-major des pays européens qui réfléchissent. C'est absolument pas pour faire une force type casque bleu qui ne serait qu'en posture d'observation. Ce serait quoi alors? Ce sont des forces militaires qui ont une capacité à répondre et à répliquer si une des parties enfreint l'accord qui aura été conclu. Quelle est votre lecture d'une Europe de la défense qu'a clairement relancé finalement la guerre en Ukraine? C'est une ambition crédible ou louable à vos yeux? Elle est absolument crédible. Et d'ailleurs, je préfère utiliser le terme de défense européenne plutôt qu'Europe de la défense. Cette défense européenne, elle existe déjà et on n'en est pas suffisamment conscient. Dans tous les textes, en fait, on parle de l'OTAN comme étant la pierre angulaire de la défense du continent européen. L'OTAN, c'est certes une organisation en vertu d'un traité transatlantique, donc entre les Américains du Nord, États-Unis et Canada, avec les Européens, pour protéger le continent européen principalement. Mais ce que l'on ne perçoit pas,
souvent en Europe, c'est que pour les Américains, l'OTAN, c'est d'abord une question européenne, en fait. Et pour nous, nous associons maladroitement, très souvent, OTAN et États-Unis. Et là, on se rend compte que les Américains sont prêts à lâcher l'OTAN. Alors, quand ils le disent, en fait, c'est de la négociation, parce qu'il n'y aurait pas vraiment intérêt. D'autant que cette organisation, ce traité dans lequel ils sont, n'est pas si engageant que ça pour eux. Hein, contrairement à ce que l'on pense, l'article 5 de l'OTAN est un peu fantasmé par tout le monde, parce que dans cet article 5, il est dit que si un pays est attaqué, tous les pays se considèrent attaqués, et chacun est libre de prendre toute mesure qu'il juge nécessaire, y compris l'emploi de la force, pour porter assistance au pays attaqué. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc, ils peuvent très bien dire, les Américains, eh bien, on est de tout cœur avec vous, mais ils ne sont pas du tout obligés d'engager leurs forces militaires. En fait, cette organisation, qui aujourd'hui est dominée par les Américains à notre demande, eh bien, il faut simplement que les Européens s'y investissent davantage en recherchant des postes de commandement et en augmentant leur contribution en budget de défense. Très souvent, il y a une confusion entre le budget de l'OTAN en tant que tel, qui est un budget de fonctionnement, pas très élevé, c'est 4 milliards d'euros, et puis le budget des États qui fournissent ces forces militaires. Merci beaucoup, Général Jean-Marc Vigilin, officier général de l'armée de l'air et de l'espace et aussi, j'ai oublié de le dire, président du club de pensée Eurodéfense. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie.